Chers collègues, j'ai le plaisir de vous saluer tous à l'Université MGIMO aujourd'hui. Je m'appelle Sushentsov Andrei, je suis doyen de la Faculté des Relations internationales. La réunion d'aujourd'hui est la 6e d'une série de conférences initiées par notre faculté et consacrée aux divers aspects de la crise ukrainienne. Cette réunion a pour sujet l'analyse des intérêts du troisième acteur clé dans la situation internationale émergente, à savoir la République populaire de Chine, qui n'est pas directement engagée dans ce qui se passe, mais qui, dans son fort intérieur, projette sur soi les événements en cours en Europe. Que ce soit volontaire ou non, il doit se comporter dans cette nouvelle situation émergente d'une manière particulière. Et c'est précisément cette image que nous allons analyser aujourd'hui avec deux des principaux spécialistes russes de la Chine. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Zoenko Ivan, chercheur en chef à l'Institut d'études internationales de l'Université MGIMO, et Kashin Vassili, directeur du Centre d'études européennes et internationales de l'École des hautes études en sciences économiques et chercheur en chef du Centre d'études chinoises de notre université. Lors de cette discussion, nous essayerons de couvrir autant d'aspects que possible de la position chinoise sur la crise actuelle et espérons-le, à l'issue de notre réunion, nous pourrons comprendre si la Chine planifiera ses prochaines actions de manière réfléchie ou au contraire brusque et impulsive. Pour passer à la discussion, je voudrais tout d'abord la placer dans le contexte suivant. Nous analysons la perception chinoise de la réalité à travers le regard d'un pays culturellement européen. Bien que l'identité de la Russie soit très spéciale et diffère de celle d'Europe, chacun d'entre nous, lorsqu'on franchit la frontière avec un pays d'Asie de l'Est, la Corée ou bien la Chine, se reconnaît immédiatement plus européen. Et c'est ce qui nous permet de prendre conscience assez claire de notre propre identité. Donc, notre perception de la politique étrangère chinoise se base souvent sur le modèle européen, qui n'est pas tout à fait applicable à la situation réelle chinoise. Le processus décisionnel de la politique étrangère chinoise a un autre rythme et dynamique. D'autres images et métaphores forment une vision très particulière du monde des élites chinoises. Dans cette image du monde, la Chine se trouve sans aucun doute au centre de l'univers, tout comme n'importe quel pays est au centre de son propre univers. Et l'univers chinois est assez spécial. Ma première question aux deux intervenants est la suivante. Comment pouvons-nous évaluer la perception chinoise de la réalité ? Dans quelle mesure les estimations chinoises sont-elles réalistes? Depuis assez longtemps, les acteurs de la politique étrangère et experts renommés chinois sont les principaux défenseurs de la mondialisation et avec bien plus de ferveur que les Américains, prônent l'idée que le monde est unifié, mondialisé, indivisible, qu'il fonctionne selon les mêmes règles et que les conflits sont plutôt un malentendu voué à être exclu de la vie internationale. Ces évaluations ont persisté après 2014. Je me souviens de certains de mes échanges avec des collègues chinois qui disaient que la Russie se trouvait dans une situation difficile parce qu'elle se comportait de manière un peu provocatrice, défiant l'Occident, alors que la Chine, beaucoup plus circonspecte et calme, se renforçait à son propre rythme et était destiné à devenir un acteur dominant de la politique régionale sans faire face aux problèmes semblables à ceux confrontés par la Russie. Ces commentaires étaient accueillis avec scepticisme par les experts russes qui déclaraient « Vous verrez qu'avec le temps, quoi que vous fassiez, vous serez vous aussi soumis à ces mesures sévères car votre montée en puissance constitue une menace pour l'Occident. »
Que cela vous plaise ou non, vous devenez ainsi une constante de la vie internationale qui oblige les autres à s'adapter à elle, tandis que l'Occident n'y est pas habitué. Je voudrais donc commencer notre discussion par cette question. Dans quelle mesure la politique étrangère chinoise est-elle réaliste ou faut-il l'évaluer d'une manière différente? Avons-nous besoin d'autres métaphores et images incompatibles avec notre esprit européen pour interpréter la politique étrangère chinoise? S'il vous plaît. Merci beaucoup, André, pour cette introduction. Je suis d'accord avec la plupart de ce que vous venez de dire et je vais commencer par affirmer qu'à mon avis, il est tout à fait possible d'évaluer le réalisme de la politique chinoise. Mais il faut tenir compte d'une perception différente de la vitesse des changements en cours et d'une vision différente de la dichotomie Est-Ouest que nous évoquons souvent dans nos réflexions. Lors d'une conversation récente avec un collègue chinois, j'ai employé ce terme familier d'Occident collectif, ce à quoi mon collègue m'a répondu. Pour vous, c'est une confrontation avec l'Occident, mais pour moi, c'est une confrontation entre les parties occidentales et orientales de l'Occident. C'était le cas pendant la guerre froide et c'est le cas aujourd'hui. C'est une observation assez importante qui montre que pour la Chine, les événements actuels s'inscrivent bien sûr dans le contexte du mouvement de l'ordre mondial, de l'unipolarité à la multipolarité, mais que sa propre position dans ce contexte est beaucoup plus importante pour elle. Elle ne considère en aucun cas ce conflit comme un conflit Est-Ouest dans lequel sa propre place est inéquivoquement à côté de la Russie. Bien sûr, ces 40 dernières années de la réussite économique chinoise ont été rendues possibles par l'intégration de la Chine dans le système mondial et c'est en effet la Chine qui en a le plus profité. Rappelons-nous les sanctions anti-chinoises annoncées par Washington en 1989 qui n'ont donné aucun résultat réel parce que le fait que la Chine fournissait une main-d'œuvre bon marché et un endroit pour localiser la production était extrêmement avantageux pour le capital américain. La Chine croyait vraiment que cette intégration dans le système économique mondial était importante non seulement pour elle, mais aussi pour l'Occident même, pour les États-Unis, ce qui garantissait à la Chine que la rupture entre eux n'aurait jamais lieu. Les Chinois l'ont réitéré même dans l'après 2014 et la guerre commerciale annoncée en 2018 par Donald Trump a été pour eux une sorte de choc, une surprise. Les Chinois ont en effet déclaré qu'ils s'acheminaient progressivement vers la position d'un des leaders mondiaux, mais qu'il n'était pas nécessaire de forcer cette voie. Mais c'était en 2018, maintenant c'est 2022. La Chine voit ce processus qu'elle a autrefois cru systématique et cohérent s'accélérer et pour elle, cette situation est assez épineuse. La Chine aimerait que le statu quo d'avant 2022 dure le plus longtemps possible afin qu'elle puisse accroître ses ressources en renforçant sa position. La Chine n'est pas prête maintenant à prendre des mesures drastiques, ce qui explique, à mon avis, le fait qu'elle ne soit pas tant indécise qu'amorphe pour prendre des mesures concrètes. En fait, la Chine souhaite maintenir le plus longtemps possible le statu quo d'avant février 2022. Elle ne peut pas détériorer ses relations avec les États-Unis ainsi que compromettre aucunement celle avec la Russie, comme d'ailleurs celle avec l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine était un partenaire de la Chine qui réalisait un grand nombre de projets en Ukraine et était l'un des principaux acheteurs de produits agricoles ukrainiens. C'est-à-dire la Chine aimerait préserver tout cela, mais comme nous le comprenons, ce serait de toute évidence impossible.
Vassili, je voudrais vous adresser la même question. À l'heure actuelle, on peut constater, d'après certaines mesures prises par le gouvernement chinois, que pour la première fois, il envisage des scénarios radicaux comparables à ce qui se passe actuellement dans les relations russes-occidentales. Et pour la première fois, au moins publiquement, on entend dire que la Chine pourrait se préparer à une rupture spectaculaire avec les États-Unis, à un gel de ses réserves de change, à une saisie de biens de ces entreprises à l'étranger. Il semble aux analystes russes qu'un pays si grand, capable de défier les États-Unis, aurait dû depuis longtemps se préparer à de tels scénarios. Pourquoi donc cette évolution n'intervient-elle que maintenant? Et pour accentuer ma question, les élites chinoises sont-elles réalistes ou gardent-elles l'illusion que la mondialisation leur permettra tout de même d'éviter toutes ces brusques poussées? Merci beaucoup. En évaluant la rhétorique chinoise, il faut procéder du système politique particulier de la Chine, du parti-État et de ses relations spécifiques avec la communauté académique et les médias. L'une de ces particularités est la capacité des hauts responsables politiques de donner le ton à les discussions sur la politique étrangère et de la faire suivre plusieurs fois. Notamment, il y a une délimitation claire entre la rhétorique destinée au public externe et interne. Ainsi, pendant des décennies, l'image d'une Chine qui veut suivre une voie libérale, qui adhère pleinement aux idées de la mondialisation et n'y voit que du bien, qui croit le contexte mondial favorable à son développement, a été transmise par tous les canaux, y compris les documents officiels chinois, au monde entier. Il y avait même des groupes entiers de gens chargés de la diffuser. Cette politique est devenue particulièrement bien prononcée après Tiananmen et la chute de l'URSS, lorsque la Chine s'est retrouvée seule face à l'Occident et a été obligée de maintenir leurs relations au niveau qui lui permettrait de poursuivre son propre développement. Mais l'autre ligne idéologique et rhétorique chinoise n'a jamais disparu. Elle a envisagé la situation d'une manière hyper réaliste, fortement influencée par les stratégistes occidentaux, les penseurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e, et par l'histoire de la confrontation entre puissances impérialistes européennes, du moins telle qu'elle est comprise par les Chinois, et enfin accompagnée d'une rhétorique anti-occidentale dure. И с очень с наличием довольно жесткой такой антизападной риторики. Всегда Un observateur extérieur pourrait se demander laquelle de ces lignes est authentique et laquelle n'est que le point de vue de certains marginaux. Pendant longtemps, il était convenable, surtout pour les Américains, de tout simplement prêter attention à ceux qui disaient les choses qui leur plaisaient et ignorer ceux qui disaient les choses qui leur déplaisaient. Mais la situation réelle s'est avérée beaucoup plus compliquée. Bien que le processus décisionnel et l'attitude des dirigeants soient influencés par les deux lignes, d'un point de vue stratégique, la Chine ne voyait ses relations avec les États-Unis et les pays occidentaux que dans le cadre d'une confrontation croissante entre
puissance, ce qui s'est manifesté dans sa planification militaire dans de nombreux aspects de sa politique étrangère, y compris les relations avec la Russie et intérieure où au cours des années 90, 2000, 2010, ces éléments défensifs et nationalistes ainsi que le contrôle sur la vie sociale et politique se renforçaient progressivement. Sous la présidence de Xi Jinping, lorsque la rhétorique a changé et on a commencé à modifier les documents officiels, ces tendances ont atteint leur conclusion logique. C'est-à-dire, parlant toujours de son attachement à la mondialisation, la Chine a commencé à repenser les aspects fondamentaux de sa stratégie économique. Cela s'est traduit notamment par l'émergence en 2020 du concept de double circulation, c'est-à-dire un développement du pays reposant principalement sur les moteurs de développement interne. Les moteurs externes ont également un rôle important à jouer, mais ce rôle reste subsidiaire. Le début de la guerre commerciale en 2018 ne signifiait pas encore une confrontation irréversible. Mais 2020, avec une vague de sanctions anti-chinoises et d'accusations de prolifération du coronavirus auxquelles se sont ajoutées début 2021 celles de génocide, marquait déjà un tournant définitif et vraiment le début d'une confrontation irréversible. Pour l'élite chinoise façonnée par 30 ans d'une politique étrangère passive et de croissance économique, c'était bien sûr un choc psychologique. Intellectuellement, beaucoup avaient probablement compris depuis la fin des années 2000 et le début des années 2010 qu'une chose pareille se profilait à l'horizon. Cependant, nos échanges avec les collègues chinois en 2018-2019 donnaient une impression de déjà-vu. Cela rappelait beaucoup la Russie de 2014 lorsqu'on était en état de choc et se demandait comment cela a-t-il pu nous arriver et songeait à revenir en arrière. Mais je crois que vers la fin de 2020, on a guéri. Tandis qu'en Chine, beaucoup de gens de la génération précédente, ayant passé presque toute leur vie à diffuser l'image d'une Chine radieuse et libérale qui ne pense qu'à l'économie, ont été contraints de changer de rôle ou mis sur la touche. La rhétorique a commencé à changer et bien sûr, dans ce contexte confrontationnel, la Chine a des intérêts stratégiques un peu différents. Elle a sa propre vision de la dynamique de cette confrontation et il est à noter que du point de vue chinois, le temps sans aucun doute travaille pour la Chine. Cela veut dire que chaque année, la Chine se renforce par rapport aux autres puissances mondiales. Bien que son taux de croissance soit en baisse pour l'instant, il reste le plus élevé des pays développés. Peut-être cette année, en raison du coronavirus et de certaines particularités des statistiques américaines, verrait-on les taux de croissance des deux pays se rapprocher, mais ce ne serait que brièvement. L'idée que plus le temps passe, plus on retarde l'affrontement décisif, le mieux ce sera, détermine de nombreuses actions chinoises, notamment une position assez prudente vis-à-vis de la crise ukrainienne, accompagnée néanmoins d'une distinction claire entre les amis et les ennemis.
Merci beaucoup. Oui, la particularité de la situation internationale actuelle est que tous les acteurs majeurs semblent penser que le temps joue en leur faveur. Les historiens de l'avenir, paraît-il, sont obligés d'écrire dans le paragraphe introductif du chapitre sur les années 2010-2020 que tout le monde croyait gagner. On a eu une discussion assez approfondie dans cette même salle sur les priorités de la politique américaine vis-à-vis de cette crise. Et nous avons essayé de décomposer les États-Unis en tant qu'acteurs politiques. Je voudrais poser la même question à nos spécialistes sur la Chine. Pourrait-on décomposer une entité telle que la République populaire de Chine? Y a-t-il un débat interne qui mérite l'attention des acteurs extérieurs et sur lequel on pourrait jouer et auquel on pourrait prendre part? Nous voyons les experts américains chercher des fissures dans la position chinoise vis-à-vis de notre opération militaire spéciale, soutenant toutes les voix critiques chinoises, aussi marginales qu'elles soient. On voit que la position officielle de la Chine est ambivalente. D'une part, on admet que les États-Unis et l'OTAN ont provoqué la Russie et l'ont poussé à prendre ces mesures décisives. D'autre part, on reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ces deux thèses y coexistent assez étroitement. Comment décririez-vous la République populaire de Chine en termes de sa structure en tant qu'acteur politique? Y a-t-il des groupes au sein de son élite qui voient des choses différemment? Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner que pour la Chine, il n'y a pas de contradiction entre comprendre que les véritables causes de la crise ukrainienne sont l'expansion de l'OTAN à l'Est et la pression sur la Russie, et affirmer l'inviolabilité des frontières. La question des frontières est en général assez compliquée et douloureuse pour la Chine, car elle ne contrôle pas tout le territoire qu'elle revendique. La politique étrangère chinoise procède donc du principe d'inviolabilité des frontières qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans le cas de l'espace post-soviétique depuis 1991. La raison en est évidente. Si l'on commence à redessiner les frontières, on va, selon les Chinois, redéfinir le statut de Taïwan. Tandis que pour la Chine, il est crucial qu'un consensus mondial se fasse sur le fait que Taïwan est sa province qui, tôt ou tard, sera réunie avec le reste du pays. C'est pourquoi la Chine, tout en soutenant la Russie sur les questions stratégiques, n'a pas reconnu les précédents changements de frontières, l'indépendance de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, la réunification avec la Crimée. Elle n'a pas reconnu les républiques populaires de Donetsk et Luhansk et ne reconnaîtra apparemment pas d'autres changements territoriaux s'il y en a. Il n'y a aucune contradiction ici et il ne faut pas non plus en tirer de grandes conclusions. Par exemple, selon les cartes chinoises, la partie sud des îles Kouriles est japonaise, ce qui ne nous permet pas de supposer des tensions entre la Chine et la Russie en matière de politique étrangère, tout en croyant la Chine et le Japon s'entendre bien. Quant à la Chine, en tant qu'acteur politique, il y a aussi des subtilités. Il existe vraiment un débat et les points de vue autres que la ligne idéologique dominante sont défendus non seulement par des marginaux ou quelques blogueurs, mais aussi par des chercheurs assez loyaux aux autorités. Par exemple, l'une de mes connaissances est pro-occidentale
mondiale et affirme qu'il ne serait pas sage pour la Chine d'apporter son plein soutien à la Russie dans le conflit actuel, car ainsi elle ne pourrait jamais normaliser ses relations avec l'Occident, qui est un partenaire beaucoup plus avancé sur le plan économique et technologique, sans lequel la Chine ne sera pas capable de mener à bien la construction de l'État socialiste développé. Il faut donc continuer à coopérer avec l'Occident en évitant de couper les moyens de surmonter la rupture sino-occidentale actuelle. Le degré d'influence des experts comme celui-ci sur le processus décisionnel n'est pas clair, mais je crois qu'il ne faut pas arracher du contexte une telle ou telle opinion qui correspond à vos attentes et puis affirmer n'importe quoi. Il faut prêter plus d'attention aux discours et documents officiels. Ils montrent que la Chine tâche de se distancier autant que possible du conflit actuel pour éviter de réduire sa marge de manœuvre et se brouiller avec l'Occident et la Russie. Cela dit, il y a effectivement ceux qui accusent les États-Unis d'avoir provoqué ce conflit. Les Chinois disent souvent que les États-Unis sont les instigateurs de cette crise, tandis que la Russie n'a fait que verser de l'huile sur le feu. Toutefois, il est peu probable que la position chinoise sur les modifications territoriales change. La Chine continuera d'affirmer l'inviolabilité des frontières. Merci. Vassili, je voudrais vous aussi adresser une question. La République populaire de Chine est-elle une entité homogène? Cette discussion en cours changera-t-elle de direction ou au contraire, c'est la position officielle exprimée dans les discours des dirigeants qui sera modifiée? Il y a en effet un tel débat sur les réseaux sociaux et dans les médias. En général, comme la Chine s'est toujours caractérisée par une relative liberté de discussion sur la politique étrangère et l'économie, il n'est pas surprenant que certains préconisent de limiter la coopération avec la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne, tandis que d'autres soutiennent purement et simplement l'Ukraine. Dans le même temps, nous savons que dans les grands médias chinois, on supprime les publications exprimant des attitudes négatives à l'égard de la Russie, même si elles parviennent à se faufiler. Il y a aussi des directives sur le langage pour discuter les actions russes en Ukraine, notamment des restrictions sur l'emploi du mot invasion. Il existe une rhétorique officielle visant à éviter d'une part de faire de la Chine une partie au conflit, même d'un point de vue politique, et d'autre part d'insulter la Russie. Toutefois, les aspects rhétoriques et juridiques des actions chinoises sont d'habitude très différents de ce qui se fait dans la pratique. Même l'attitude réelle chinoise à l'égard de la Crimée, de l'Abkhazie, etc., a été différente de ce qu'on la prétendait. Et la Chine a même réellement contribué à consolider le contrôle russe sur la Crimée. En particulier, sans elle, nous n'aurions pas pu construire en 2015 un pont énergétique vers la Crimée, car c'était la Chine qui nous a fourni des câbles spéciaux et a aidé à les installer. Peut-être que c'était convenu au plus haut niveau gouvernemental et il n'y en a pas eu de désaccord. Apparemment, cette position avait été préparée d'avance. Il est très probable que les Chinois, s'ils ne le savaient pas juste, anticipaient tout ce qui se passerait. Ils ne pouvaient
pas en être autrement, étant donné que quelque temps avant le conflit, nous avions converti une énorme partie de nos réserves étrangères en yuan et signé un contrat pétrolier supplémentaire avec la Chine. N'oublions pas que quel est le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes de renseignement spatial et pouvait donc se faire une idée précise de la situation émergente. Par exemple, nous savons, d'après les publications américaines, qu'ignorant la composante politique des plans russes, les États-Unis savaient au juste qu'on allait lancer une opération militaire, tout simplement parce qu'il était impossible de cacher ces préparatifs à leur renseignement. Les Chinois se rapprochent des Américains à cet égard. Je pense donc qu'il pourrait y avoir des discussions préalables lors desquelles on a pris une certaine décision collective. En principe, il s'agit de la position en 5 points exposée le 26 février par Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, lors de sa réunion en ligne avec ses homologues européens. Elle n'a pas beaucoup changé et je ne pense pas que les Américains croient vraiment qu'elle puisse changer. Bien que dans le cadre de la guerre de l'information en cours, toute publication anti-russe parue en Chine bénéficierait d'une bonne publicité en Occident, cela n'aurait que peu d'effet sur la politique réelle. D'autant plus que la Chine se voit à son tour entraînée dans une confrontation profonde avec les États-Unis. C'était en 2017, marqué par l'arrivée au pouvoir de Trump et la crise autour de la Corée du Nord, que le président américain a décidé de reporter d'1 an la guerre commerciale avec la Chine pour pouvoir partiellement résoudre le problème des missiles nucléaires nord-coréens. On lui posait justement cette question en 2017. Pourquoi ne faites-vous rien de ce que vous avez promis? Il disait, il m'aide avec la Corée du Nord. Mais cette fois, lorsqu'on a demandé à la Chine de contribuer d'une façon décisive à la pression sur la Russie au sujet de l'Ukraine, il n'a fait la moindre concession. Donc, toutes les actions hostiles concernant Taïwan se poursuivent. Bien qu'il semblait sensible de les suspendre, mais apparemment on comprenait déjà que les relations sino-américaines et russo-américaines avaient acquis un caractère tout à fait différent. Vassili, je voudrais vous demander de clarifier cette position en 5 points exposés par Wang Yi et répondre à une question plus générale. Quels pourraient être les objectifs chinois dans cette situation en ce moment? Disons 3 grandes priorités. Si l'on se met à la place de nos amis chinois, la situation semble très compliquée. D'une part, depuis des décennies, nous entretenons une relation économique très étroite avec les États-Unis. La rupture instantanée de ces liens porterait un coup très dur à la position chinoise. D'autre part, l'accent stratégique est mis sur le partenariat avec la Russie. Quant à ces horizons, comme l'a dit récemment un dirigeant chinois, nous ne mettons pas de limite au développement des relations sino-russes. C'est-à-dire qu'aucun scénario n'est exclu. Mais du point de vue stratégique, aucune partie ne peut se réjouir de voir la liberté de ses choix politiques diminuer, ce qui se produit quand la situation stratégique impose au pays une certaine donnée à laquelle il est obligé de s'adapter, plutôt que de transformer tout l'environnement politique lui-même. C'est-à-dire, par ses actions, la Russie a placé plusieurs de ses partenaires dans une situation pareille et les invite à s'y adapter. Peut-être la Chine veut-elle éviter certaines circonstances qui constituent cette nouvelle réalité,
ou ne veut pas qu'ils viennent si vite, ou bien ne veut pas qu'ils viennent parce que ce n'était pas elle qui les a initiés. C'est un aspect très important. La bonne stratégie, c'est quand on garde l'initiative, et la mauvaise, c'est quand quelque chose arrive et on est obligé de s'adapter. Quels sont selon vous les objectifs de la Chine, ces trois priorités absolues? Peut-être procède-t-elle des 5 points clés dont parlait le ministre chinois. Merci beaucoup. Je pense que ces 5 points ne coïncident aucunement avec les vrais objectifs chinois. La réalité est plus équivoque, mais la Chine souhaite diffuser l'image d'un pays profondément préoccupé par ce qui se passe, et ainsi les 5 points ne se résument qu'au fait qu'elle est chagrinée par les événements actuels. Ainsi, la Chine appelle à une solution pacifique fondée sur des compromis et au respect des intérêts sécuritaires et de l'intégrité territoriale de toutes les parties, y compris bien sûr l'Ukraine. Mais en même temps, elle attire l'attention sur le fait que lors de plusieurs vagues d'élargissement de l'OTAN, la position russe n'avait pas été entendue. La Chine fera tout son possible pour résoudre le conflit de manière pacifique. Avec cela, elle insiste pour que dans le cadre des organisations internationales, comme au niveau intergouvernemental, aucune action qui puisse alimenter le conflit ne soit pas permise. Elle inclut parmi des actions comme celle-ci les sanctions unilatérales. Mais ces vrais intérêts se dessinent peu à peu. Le premier concerne l'aspect du conflit le plus pénible pour les Chinois, à savoir la nécessité de continuer à garantir l'autonomie relative de l'UE dans ses relations avec la Chine. En d'autres termes, ce qui déplaît à la Chine dans ce conflit, c'est l'affaiblissement politique de l'UE qui se poursuit et donc sa transformation en un partenaire junior des États-Unis qui ne sera pas en mesure de mener une politique indépendante en Asie. Ce combat pour l'UE continue depuis des années. Les Américains s'efforçaient de l'engager autant que possible dans leur stratégie économique et technologique visant à contenir la Chine. Ils n'ont réussi que partiellement, ce qui ne répond pas à leurs attentes. L'UE a renforcé la surveillance des investissements chinois et les contrôles des exportations dans certains domaines. Добились в этом частичных результатов, но только частичных, далеко не того, что они бы хотели. Pourtant, fin 2021, la Chine était toujours son partenaire commercial principal et développait toujours leur coopération dans un grand nombre de domaines. C'est ici que les Chinois défendront leurs intérêts jusqu'à la mort. En même temps, il est important pour eux que la Russie ne soit pas vaincue dans ce conflit, parce qu'alors les vastes ressources américaines, militaires et politiques seront indéfiniment bloquées en Europe. Военные, политические оказываются скованными в Европе на неограниченное время. И, конечно, это изменит расстановку. Bien entendu, c'est aussi ce qui modifierait l'équilibre des forces en Asie-Pacifique. Les Américains disent qu'ils veulent affaiblir la Russie afin qu'elle, à la suite du conflit, ne représente plus de menaces. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est que l'Ukraine, juste pour subsister et couvrir le déficit budgétaire, a besoin de 5 à 7 milliards de dollars par mois. Elle a besoin d'armes valant des milliards de dollars par mois. L'Europe encourt des dépenses énormes pour l'entretien de millions de réfugiés ainsi que dans
énorme groupement de troupes. Et il n'y en a pas de fin en vue, car la Russie, pour sa part, ne donne aucun signe de recul. Si cela continue, la capacité américaine à agir librement en Asie-Pacifique ne pourra évidemment pas rester la même. Les ressources de l'adversaire sont donc limitées. C'est cet effet stratégique du conflit qui est important pour la Chine. Elle ne veut pas la défaite russe. Ce qu'elle veut, c'est qu'à l'issue de la confrontation, son adversaire américain soit affaibli. Le troisième aspect important ici est la transformation fondamentale de tout le modèle de relations sino-russes. Monsieur Zhang Hangwei, ambassadeur chinois en Russie, a déclaré ouvertement que les entreprises chinoises combleraient le vide créé dans notre pays par le départ des entreprises occidentales. Et il ne s'agit pas seulement d'occuper certains segments du marché russe. Dans les années à venir, la Russie, un important exportateur mondial de matières premières, devra elle-même réorienter ses exportations principalement vers la Chine. Coupée du système financier occidental, elle fournira toutes ces matières premières à la Chine en échange contre la monnaie chinoise, le yuan. Et apparemment, faute d'autres marchés, il le fera à un rabais substantiel et par des voies terrestres. Ainsi, ce qui se passe, c'est un renforcement radical de la sécurité économique de la Chine, ce qui réduit considérablement la capacité européenne et américaine de mener une guerre économique contre elle. C'est un avantage et un gain important pour le développement de l'économie chinoise dans son ensemble, ainsi que pour certaines de ces régions défavorisées comme le Nord-Est, dont la situation s'améliorera au fur et à mesure que l'infrastructure est construite. Mais la Russie n'a d'autre choix que de mettre en place cette infrastructure. Les implications stratégiques de tout cela sont ainsi très importantes et de plus favorables pour la Chine. Et voici un autre point important, une autre leçon de la crise ukrainienne. La Russie, comme nous le savons, est la 11e économie mondiale en termes réels au taux de change actuel et la 6e économie du monde à parité de pouvoir d'achat. Néanmoins, les sanctions anti-russes ont intensifié fortement les pressions inflationnistes dans le monde, y compris dans les économies développées. Ils ont ralenti la croissance économique non seulement dans l'UE, mais aussi aux États-Unis et ont provoqué des problèmes sociaux dans un nombre d'États. Et quelles leçons peut-on en tirer? Très simple. Imposer à la Chine même 20 ou 30% de sanctions imposées à la Russie est hors de question. Cela entraînerait la mort du système économique mondial tel qu'il existe maintenant. Toutes les économies développées seraient obligées de prendre des mesures d'urgence pour sauver les industries, car il n'y a pas de produit complexe avec une chaîne de production où la Chine ne joue pas un rôle important. Ce serait un vrai cauchemar économique. Ce que nous avons vu récemment était inédit, tant de sanctions contre un pays comme la Russie. Imaginons-nous maintenant l'ampleur de sanctions contre un pays à l'économie 10 fois plus grande. Страны уровня России. Вот теперь мы можем только представить себе, что такое такой объем санкций против страны, у которой экономика в 10 раз больше.
C'est aussi une conclusion importante. Bien que la Chine se prépare à un tel scénario par des tests de résistance, l'étude en temps réel de l'expérience russe et préparation des bulletins quotidiens décrivant toutes les sanctions imposées à la Russie, mais en général, l'effet des sanctions anti-russes étant si néfaste, mesures pareilles contre la Chine sont hors de question. Ivan, la même question à vous. Quelles sont les trois grandes priorités chinoises dans la crise actuelle? Pourriez-vous commenter les trois priorités nommées par Vassili, qu'il faut rendre l'Europe autosuffisante, assurer que la Russie ne soit pas vaincue et construire un nouveau cadre de relations économiques avec elle? L'objectif global de la Chine, non seulement dans le contexte de cette crise, mais en général, semble être celui de se positionner aussi avantageusement que possible lors de la transition de l'ordre mondial de l'unipolarité à la multipolarité. Dans le même temps, elle envisage ce processus comme assez long et principalement pacifique. Elle croit vraiment le temps jouer en sa faveur et c'est pourquoi son objectif est de maintenir la neutralité le plus longtemps possible sans rompre des liens, conservant ainsi une marge de manœuvre et gardant la possibilité de renforcer sa position économique ainsi que géopolitique en Asie centrale, Asie du Sud-Est et Asie du Sud. C'est donc leur objectif principal. Cette tâche ne requiert pas l'action, mais plutôt l'inertie. Ici, on pourrait discourir sur la civilisation chinoise, le principe Yu-Wei, etc. Mais au lieu de creuser si profondément, je noterais qu'il est absolument normal et pragmatique de la part de la Chine de ne pas se mêler des conflits, comme celui auquel participe notre pays, par exemple, aussi longtemps que possible. Le deuxième objectif serait le rétablissement du contrôle chinois sur tout son territoire revendiqué. Bien qu'il s'agisse ici principalement de Taïwan, n'oublions pas qu'on conteste sa souveraineté sur un nombre d'îles dans la mer de Chine méridionale qui sont revendiquées par plusieurs pays. Et la Chine souhaiterait régler ces différends de manière pacifique. Sans aucun doute, elle considère également des scénarios de recours à la force. Il serait étrange s'il en était autrement, mais l'idéal serait que Taïwan réunifie pacifiquement à elle, se pliant aux souhaits du peuple ainsi qu'à la complémentarité des économies. Il est donc clair que la Chine cherchera à retarder le plus longtemps possible toute décision militaire. Le troisième objectif qui coïncide largement avec ce que Vassili vient de dire est que la Chine, tenant compte de la position russe affaiblie par la crise ukrainienne, y voit une occasion stratégique pour renforcer sa propre position, la position de son capital dans l'espace post-soviétique. Il ne s'agit pas seulement de la Russie, car les Chinois pensent que l'influence russe sera en baisse en Asie centrale, dans le Caucase du Sud et ainsi de suite. Il y a un nombre d'aspects importants ici. Tout d'abord, la Russie est cruciale pour la Chine, non seulement en tant qu'arrière
pays stratégique fiable, mais aussi comme fournisseur sûr de matières premières indispensables, telles que ressources énergétiques et produits alimentaires. Et ce qui est important, c'est la possibilité d'effectuer ces livraisons par voie terrestre. Comme la Chine s'attend que des conflits émergent principalement sur l'axe océanique, il lui est crucial que l'approvisionnement terrestre en marchandises et ressources soit fiable. Ce qu'elle ne pourrait pas atteindre qu'à condition d'une Russie amicale et position importante du capital chinois dans l'espace post-soviétique. Il y a un aspect important ici concernant le comportement actuel des entreprises et capitaux chinois. Nous entendons parler sans cesse du départ de telle ou telle entreprise chinoise. Il surgissent des problèmes liés aux virements bancaires et ainsi de suite. Cela suscite de nombreuses questions. Comment se fait-il, tandis qu'au contraire, tout semble indiquer que la Chine devrait accroître sa présence ici? Il ne me paraît pas qu'il y ait une contradiction ici. Il existe le business chinois très étroitement lié aux marchés occidentaux en ce moment et il ne peut pas risquer de les perdre. C'est un choix absolument rationnel et pragmatique qui ne nous dit rien sur l'idéologie ou le parti pris. Les entreprises font ce qui est le plus rentable à faire à un moment donné. Mais cela ne signifie pas que c'est la position générale des entreprises chinoises. Premièrement, il y a des entreprises chinoises dont les liens avec les marchés occidentaux sont moins étroits et qui se montrent tout à fait robustes et efficaces dans leur coopération avec la Russie. Deuxièmement, peut-être créera-t-on des filiales qui fourniront des biens et technologies à la Russie sans être officiellement liées à de grandes entreprises qui ne veulent pas encourir les sanctions secondaires. Ce sont des options tout à fait viables et je pense que tout ira dans cette direction. Il faut comprendre que, premièrement, convenir et élaborer tout cela est un processus très long et compliqué. Deuxièmement, il requiert le silence et l'ombre. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on annonce au public que les parties russes et chinoises s'étaient mises d'accord sur une sorte d'algorithme pour contourner les sanctions. Il est certain qu'elles se mettront d'accord sur diverses méthodes pour contourner les sanctions, mais les médias n'en parleront pas. Ils annonceront plutôt le départ d'une telle ou telle entreprise. Il faut donc comprendre que l'agenda médiatique ne reflètera pas toute la réalité et je le désignerai comme le troisième objectif. Vous avez noté que la vision stratégique chinoise de l'évolution des relations internationales et l'idée que le temps joue en sa faveur n'appelle pas à l'action, mais plutôt à l'inertie, à la contemplation. C'est une observation intéressante et Washington semble le désinterpréter. En ce moment même, face à la phase aiguë de la crise, les États-Unis tentent de faire pression sur la Chine pour qu'elle rejoigne les sanctions anti-russes. En général, ils considèrent l'interdépendance économique actuelle entre les États-Unis et la Chine comme un système de dépendance où c'est la Chine qui est liée aux États-Unis plutôt que l'un est lié dans la même mesure à l'autre. Et il tâche maintenant de contraindre la Chine de provoquer des mesures drastiques de sa part. Donc, ma question à vous est la suivante. En premier lieu, pourquoi les États-Unis tentent-ils aujourd'hui d'exposer leur position sur Taïwan en termes plus durs? Certains groupes de réflexion influents basés à Washington publient des scénarios de guerre à Taïwan. Que se passerait-il si la Chine attaquait Taïwan? Que feraient les États-Unis? La guerre serait-elle locale, régionale ou même nucléaire?
ont fait monter la tension autour de tous ces sujets sensibles. Les États-Unis semblent tenter de provoquer la Chine pour qu'elle prenne des mesures énergiques et sorte de sa zone de confort pour la discréditer, brisant ainsi ses partenariats régionaux. Ou bien ils se rendent compte que le temps joue vraiment en sa faveur et qu'ils doivent la faire jouer selon les règles que l'Occident considère comme équitables pour le système international actuel. Parce que quand la Chine crée elle-même ses règles, il sera trop tard. Et la deuxième partie de cette question est comment la Chine répondra-t-elle? Donc, d'une part, quelle est la logique de Washington et d'autre part, quelle sera la réaction chinoise? De mon point de vue, les Américains, bien qu'ils croient toujours sincèrement leur système politique supérieur, comprennent que dans les années à venir, la Chine se renforcera par rapport à eux. Il fera accroître encore plus vite sa puissance militaire. Pour cette raison, imposer à la Chine un affrontement dans des conditions favorables aux États-Unis pourrait être pour eux un objectif important. Les Américains croient la Chine un adversaire beaucoup plus important que la Russie. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à sacrifier un quelconque avantage stratégique pouvant dissuader la Chine sur l'autel de la lutte anti-russe. Encore une chose, j'ai beaucoup discuté la Chine avec des experts militaires américains. Il existe un stéréotype qui représente les Chinois comme ceux qui font marche arrière au dernier moment. C'est une image façonnée par la politique chinoise depuis le début de l'ère de réforme et d'ouverture, lorsque la Chine s'éloignait vraiment des confrontations directes, lorsque même à l'encontre de l'opinion publique chinoise, la Chine réglait chaque différend avec les États-Unis par un compromis. Et ceux qui ont grandi à cette époque supposent de manière pas tout à fait rationnelle que si l'on fait assez de pression sur les Chinois et les effraie suffisamment en tapant du poing sur la table, ils reculeront. Il faut donc être dur avec eux et c'est la clé du succès. Je crois que cette approche est la recette pour un désastre, mais elle existe. Et lorsque la communication avec les Américains était plus détendue, je demandais parfois pourquoi. Ils disaient, on aime faire peur aux Chinois. On le considérait comme tout à fait normal. Les Chinois en sont bien conscients et dans leur fort intérieur, ils bouillent de colère. À mon avis, c'est une situation assez dangereuse, car la demande de ne plus tolérer cette attitude vient non seulement du peuple, mais aussi d'une partie de l'armée, de l'appareil d'État et ainsi de suite. Ivan, je pose la même question à vous. Nous voyons des slogans tels que « on ne va plus le tolérer » dans la rhétorique chinoise depuis les années 90. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec Vassili que rien n'a vraiment changé. Les stéréotypes selon lesquels les Chinois font marche arrière ou lancent un dernier avertissement suivi de rien remontent aux années 50 et 60. Il se pourrait bien que Washington agisse rationnellement en frappant sur ces points sensibles, mais on peut supposer que son attitude
n'est pas tout à fait rationnel. Tenter de contraindre la Chine à observer les sanctions anti-russes, tandis que c'était les États-Unis eux-mêmes qui ont fait pression sur la Chine ces dernières années. C'est notamment la guerre commerciale, l'accusation de génocide et de Covid, des mesquineries comme ne pas venir aux Jeux olympiques de Pékin. Tout cela crée un tel climat que les Chinois se disent déjà combien de temps encore va-t-on tolérer cela. Cette politique ne fonctionne donc plus. Il est probable que Washington n'y ait pas réfléchi de manière stratégique. Même cette nouvelle parue aujourd'hui, qui a secoué tout Internet, que Biden a confirmé être prêt à défendre Taïwan. Un nombre de médias l'ont cru un changement qualitatif. En fait, en premier lieu, Biden n'a rien dit de nouveau, car le même sentiment avait été exprimé par les dirigeants américains à maintes reprises. Et le plus curieux est qu'il coexiste dans la politique étrangère américaine avec la reconnaissance d'une Chine unifiée. Washington déclare « Nous reconnaissons une Chine unie, nous reconnaissons la République populaire de Chine comme la vraie Chine. Mais s'il y a quelconque opération militaire contre Taïwan, alors nous interviendrons. » En général, c'est une attitude qui date de longtemps et on peut y voir du contradictoire ou bien du raisonnable, mais rien d'inédit. En deuxième lieu, l'administration présidentielle est souvent obligée de clarifier les paroles de Biden, affirmant qu'il n'avait rien dit d'extraordinaire. Je pense que toutes les actions et déclarations des diplomates et dirigeants américains ne sont pas suffisamment coordonnées. Ils ne sont pas toujours stratégiquement réfléchis. Cela dit, si nous supposons tout de même que tout ce que dit le président américain soit réfléchi et rationnel, essayons d'en trouver les explications et les motifs. D'une part, Washington montre à la Chine qu'il ne faut pas envisager le scénario d'annexion militaire de Taïwan et qu'on ne peut compter que sur le scénario pacifique. Ce scénario était possible dans l'ancien monde jusqu'en 2022, même jusqu'en 2018. Dans un monde où, bien qu'on soit en confrontation, on parvient à des compromis. Ou selon les Américains, si la Chine modifiait sa politique, une réunification pacifique serait tout à fait possible. Peut-être veulent-ils dire aux Chinois, pour résoudre le problème historique de la réunification de votre patrie, nous revenons à cette situation. D'autre part, il est fort possible qu'il s'agisse d'un message adressé aux alliés au sein du Quad ou autres alliés américains pour les rassurer en montrant qu'on ne s'en ira pas, que ce ne sera pas comme en Afghanistan et qu'on honorera ses engagements d'alliance en Indo-Pacifique. De toute façon, il ne faut pas le croire précéder une opération militaire, mais le placer dans le contexte des relations internationales, des engagements militaires qui lient les pays concernés.